À la fête prénatale de ma sœur, j'étais enceinte de 9 mois. Quand nous sommes arrivés, mes parents m'ont dit « Attends, ta sœur n'est pas là ». Épuisé de rester debout, j'ai supplié « S'il vous plaît, laissez-moi m'asseoir quelque part ». Mais ils ont refusé, disant « Non, nous attendons encore ta sœur ». Dès qu'elle est arrivée, ils l'ont fait asseoir, alors que je tenais à peine debout. Ma mère m'a regardé, dégoûté, et a dit « Sors d'ici. Tu perturbes l'ambiance ». Puis elle m'a poussé violemment. Je suis tombé, mon ventre heurtant la bordure du trottoir, et je suis entré en travail, hurlant de douleur. Mais mon mari a riposté, et le visage de ma mère a blêmi de peur. Je m'appelle Lauren Mitchell, et j'ai grandi à Portland, dans l'Oregon, en tant que l'aînée de 2 filles. Ma sœur, Anna, a 5 ans de moins que moi. Nos parents, Patricia et Robert Mitchell, possédaient une chaîne prospère d'hôtels-boutiques dans tout le Nord-Ouest Pacifique. L'argent n'a jamais été un problème chez nous. L'amour et l'égalité, en revanche, étaient une toute autre histoire. Anna est née avec une malformation cardiaque congénitale qui a nécessité des opérations tout au long de son enfance. Mes parents ont tout investi dans son rétablissement, ce que je comprenais. Ce que je ne comprenais pas, c'est pourquoi cette attention n'est jamais revenue vers moi, même après qu'elle a été déclarée complètement guérie à l'âge de 12 ans. À ce moment-là, le schéma était déjà établi. Anna était la précieuse, l'enfant miracle, la fille en or qui ne pouvait rien faire de mal. J'ai appris très tôt à être invisible. Alors qu'Anna recevait une voiture neuve pour ses 16 ans, on me disait que mon travail à temps partiel dans une librairie m'apprendrait le sens des responsabilités. Quand elle avait des difficultés en algèbre, mes parents ont engagé un tuteur coûteux. Quand j'ai eu besoin d'aide en calcul, mon père m'a tendu une carte de bibliothèque et m'a dit de me débrouiller. Anna est allée à l'université de Californie du Sud aux frais de mes parents. Je suis allé à l'université d'État de Portland grâce à des bourses et des prêts étudiants. Cette inégalité ne m'a pas rendue amère, pas vraiment. Elle m'a rendue indépendante. J'ai obtenu mon diplôme avec mention en design graphique, j'ai décroché un emploi dans une agence de marketing, et j'ai rencontré Marcus Chen lors d'un événement de réseautage professionnel. C'était un développeur de logiciels avec des yeux bienveillants et un rire qui me réchauffait le cœur. Nous sommes sortis ensemble pendant 2 ans avant qu'il ne me demande en mariage sur un sentier de randonnée surplombant les gorges du fleuve Columbia. Mes parents ont assisté à notre mariage, mais ils sont partis tôt. Anna avait mal au ventre. Elle avait 22 ans. Marcus et moi avons construit une belle vie ensemble. Nous avons acheté une modeste maison dans un quartier avec de bonnes écoles, en prévision de l'avenir. Quand je suis tombée enceinte, 2 ans après notre mariage, nous étions ravis. J'ai appelé ma mère immédiatement, espérant au moins un semblant d'enthousiasme. « C'est bien, ma chérie », a dit Patricia. Mais Anna vient de se fiancer. Tu te rends compte? Avec Drew Sutton, le banquier d'investissement. Sa famille possède la moitié de l'Ecoswego. 3 mois après le début de ma grossesse, Anna a annoncé qu'elle attendait aussi un enfant. Soudain, ma mère avait du temps pour les conversations sur les bébés, sauf que chaque conversation portait sur la grossesse de Anna. Les nausées matinales de Anna étaient bien pires que la normale. Les envies de Anna étaient si spécifiques. Anna avait besoin de vitamines prénatales sur mesure, expédiées de Suède. J'ai travaillé jusqu'à mes 7 mois de grossesse, économisant de l'argent pour mon congé de maternité. Anna a quitté son poste de coordinatrice des réseaux sociaux immédiatement, prétextant le stress. Mes parents l'ont soutenue financièrement, bien sûr. Drew gagnait bien sa vie, mais apparemment pas assez pour satisfaire le besoin soudain de Anna d'avoir une chambre de bébé de designer, qui coûtait plus que mon salaire annuel. Marcus a remarqué la disparité plus que moi, probablement parce qu'il n'avait pas grandi avec. Après un dîner de famille particulièrement pénible où Patricia nous a montré 12 nuances de peinture différentes pour les murs de la chambre de Anna, tout en ignorant à peine mon existence, Marcus m'a tenu la main dans la voiture. « Tu n'as pas à continuer de te soumettre à ça », a-t-il dit doucement. « C'est ma famille », ai-je répondu en caressant mon ventre gonflé. « Ils seront les grands-parents de ce bébé. » Le seront-ils vraiment, a demandé Marcus. Ou seront-ils seulement les grands-parents du bébé de Anna? Je n'avais pas de réponse. L'invitation pour la fête prénatale est arrivée quand j'étais enceinte de 8 mois et demi. Anna en était à 6 mois, et Patricia avait organisé une somptueuse garden party dans leur domaine. L'invitation n'était adressée qu'à moi, sans accompagnant pour Marcus. Quand j'ai appelé pour demander s'il pouvait venir,
ma mère a soupiré de manière théâtrale. Lorraine, c'est le jour de Anna. Nous voulons que ce soit intime. Juste la famille. Marcus fait partie de la famille, ai-je dit. Tu sais ce que je veux dire. J'aurais dû refuser sur le champ. Marcus pensait certainement que je devais le faire, mais une petite partie pathétique de moi espérait que me voir si enceinte, si vulnérable, pourrait déclencher un instinct maternel chez Patricia. Peut-être qu'elle réaliserait qu'elle allait avoir 2 petits-enfants. Peut-être que les choses s'équilibreraient enfin. J'étais si stupidement pleine d'espoir. La fête prénatale était prévue pour un samedi de juin. J'étais enceinte de 37 semaines, et mon médecin m'avait autorisé à y aller, avec des instructions strictes de rester hydratée et de m'asseoir fréquemment. Ma date d'accouchement était dans 3 semaines, et j'avais l'impression de porter une boule de bowling entre les hanches. Marcher était inconfortable. Rester debout plus de 10 minutes me faisait hurler le dos. Marcus m'a conduite au domaine de mes parents à l'Oswego. Leur propriété s'étendait sur plus d'1 hectare, avec des jardins manucurés et une vue sur le lac. En grandissant là-bas, j'avais toujours eu l'impression de vivre dans un hôtel, magnifique, mais impersonnel. « Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit », a dit Marcus en m'embrassant sur le front. « Je suis sérieux, Lorraine. Si quelque chose ne va pas, tu m'appelles immédiatement. » Ce ne sont que quelques heures, l'ai-je rassuré, bien que mon estomac se nouait d'une anxiété qui n'avait rien à voir avec la grossesse. Marcus m'a aidé à sortir de la voiture, sa main stable sur mon coude. Je me suis dandiné vers le jardin où je pouvais déjà voir des tentes blanches et des arrangements de ballons. Des employés s'affairaient avec des plateaux et des décorations. Patricia n'avait clairement pas lésiné sur les dépenses. Mon père est sorti de la maison, l'air mal à l'aise dans un polo et un pantalon kaki. Robert Mitchell était un homme grand qui avait passé sa vie en costume. Les tenues décontractées semblaient le faire souffrir physiquement. Lorraine, m'a-t-il salué, jetant à peine un regard à mon ventre énorme. Anna est en retard. Tu vas devoir attendre près de l'entrée de service. Attendre? J'ai déplacé mon poids, sentant une vive douleur dans le bas du dos. Papa, est-ce que je peux juste m'asseoir quelque part à l'intérieur? J'ai très mal au dos. Ta mère veut que tout le monde arrive en même temps, a-t-il dit en s'éloignant déjà. Attends juste là. L'entrée de service était une petite zone couverte près de l'accès pour le personnel, à l'écart de l'événement principal. Il n'y avait pas de chaise. Je suis resté là, une main sur mon dos endolori, regardant les employés passer en courant avec des arrangements floraux et des flûtes de champagne. 20 minutes ont passé, puis 30. Mes pieds gonflaient dans mes chaussures. Le bébé appuyait sur ma vessie, et j'avais désespérément besoin d'aller aux toilettes. Je me suis dirigé vers la tente principale, pensant que je pourrais au moins prendre une chaise, mais Patricia a surgi comme une gardienne vêtue de haute couture, me barrant le chemin. « Où crois-tu aller comme ça ?» a-t-elle demandé. « Maman, j'ai vraiment besoin de m'asseoir. »« Est-ce que je peux juste, Anna n'est pas encore là ?» m'a coupé Patricia, sa voix tranchante. « On ne commence rien tant qu'elle n'est pas arrivée. Retourne attendre où ton père te l'a dit. »« Mais je suis enceinte, ai-je dit, détestant la façon dont ma voix s'est brisée. Je suis debout depuis une demi-heure. Est-ce que je ne peux pas simplement m'asseoir quelque part en attendant? L'expression de Patricia s'est durcie pour devenir quelque chose que j'avais vu 1000 fois. Ce regard particulier qui disait que mes besoins étaient inopportuns, ma présence tolérée au mieux. Non. Nous attendons toujours ta sœur. C'est sa journée, Lorraine. Pour une fois, essaie de ne pas tout ramener à toi. Les mots m'ont frappé comme une gifle. Tout ramener à moi. J'avais passé ma vie entière à me faire discrète, acceptant des miettes d'attention pendant que Anna se prélassait sous les projecteurs. Et maintenant, enceinte de 9 mois et souffrante, j'étais égoïste de vouloir m'asseoir. Je suis retourné à l'entrée de service. Les larmes me brûlaient les yeux, mais je refusais de les laisser couler. 45 minutes. 1 heure. Mes jambes tremblaient. Une douleur aiguë me traversait le bassin à chaque petit mouvement. Le bébé était lourd et bas, et je savais, grâce à mes cours de préparation à l'accouchement, qu'à ce stade avancé de la grossesse, tout inconfort inhabituel devait être pris au sérieux. Finalement, le SUV Mercedes blanc de Anna est entré dans l'allée circulaire. Elle en est sortie, radieuse dans une robe rose vaporeuse qui mettait parfaitement en valeur son ventre de 6 mois. Drew la suivait, portant des sacs de boutique de luxe. Anna était rayonnante, riant sans le moindre souci.
Patricia s'est précipitée vers elle, la serrant dans ses bras. Ma chérie, nous t'attendions. Elles sont passées juste devant moi sans un regard. Le ventre de Anna était net et rond, loin de la taille énorme et inconfortable du mien. Elle se déplaçait avec grâce alors que je me sentais comme une masse enflée et maladroite. Je les ai suivis jusqu'à la tente du jardin, chaque pas étant une agonie. Les invités avaient commencé à arriver, des amis de la famille, des cousins que je connaissais à peine, les amis d'université de Anna. Il devait y avoir 60 personnes. Un fauteuil aux allures de trône, décoré de fleurs, trônait au centre de la tente, clairement destiné à Anna. Patricia a guidé Anna jusqu'à ce siège spécial. Anna s'est assise avec un soupir de gratitude, posant une main sur son ventre avec une élégance étudiée. Tout le monde roucoulait. Les appareils photo crépitaient. Ma mère rayonnait comme si Anna venait d'accomplir quelque chose d'extraordinaire simplement en existant. Je me tenais au bord de la tente, me balançant d'un pied sur l'autre, cherchant n'importe quel siège disponible. Il y avait des chaises le long des côtés, mais elles étaient toutes occupées. Quelques personnes ont jeté un coup d'œil inquiet à mon ventre énorme, mais personne n'a offert sa place. J'ai croisé le regard de ma mère à travers la tente. Elle m'a vu debout, a vu mon inconfort désespéré. J'ai articulé silencieusement, « Je peux m'asseoir ?» Les yeux de Patricia se sont plissés. Elle s'est excusée auprès des admirateurs de Anna et a marché vers moi, me saisissant le coude assez fort pour me faire un bleu. « Qu'est-ce que tu fais ?» a-t-elle sifflé. « J'ai besoin de m'asseoir, maman. »« S'il te plaît, je suis debout depuis plus d'1 heure. »« Tu crées une scène » a-t-elle murmuré durement. « Tout le monde te regarde. »« Parce que je tiens à peine debout. » La voix de Patricia est tombée à un murmure venimeux. « Tu perturbes l'ambiance. C'est le jour de Anna, et tu le ramènes à ton inconfort. Pars. » Le monde a basculé. « Tu veux que je parte ? Je suis enceinte de 9 mois. Tu m'as entendu. Sors d'ici. » J'ai fixé ma mère, essayant de trouver une trace de reconnaissance, un signe qu'elle parlait à sa fille enceinte qui avait conduit 1 heure pour être là. Il n'y avait rien, juste un dédain glacial. Quelque chose a dû se voir sur mon visage, car l'expression de Patricia s'est changée en dégoût. Elle a posé sa main sur mon épaule et m'a poussé en arrière. Je ne m'y attendais pas. Mon centre de gravité était déjà décalé par la grossesse, mon équilibre compromis. J'ai trébuché, les bras en moulinet, essayant de me rattraper. Mon pied s'est pris dans le bord de la bordure en pierre décorative qui longeait la zone de la tente. Je suis tombé lourdement. Mes mains se sont instinctivement portées à mon ventre pour le protéger, mais l'élan m'a emporté vers l'avant. Le rebord de la bordure en pierre a heurté mon ventre directement. Une douleur a explosé dans mon abdomen aigu, immédiate et terrifiante. Je me suis entendu crier, un son qui ne semblait pas humain. Un liquide a jailli entre mes jambes. J'avais perdu les os, mais il y avait trop de liquide, et il était chaud. Et quand j'ai baissé les yeux, j'ai vu du rouge se mélanger au liquide clair. Du sang. À l'aide, ai-je haleté. Quelqu'un, aidez-moi. Les gens criaient maintenant. J'ai vu des visages au-dessus de moi, déformés par ma panique et ma douleur. Une autre contraction, violente cette fois, m'a déchiré. Le bébé arrivait, 3 semaines en avance et très vite. Appelez le 911, a crié quelqu'un. À travers le chaos, j'ai entendu la voix de Patricia, stridente et paniquée. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle gâche tout. Anna, ne regarde pas, ma chérie. Une contraction m'a déchiré, plus forte que tout ce que j'avais connu dans les cours prénataux. Ce n'était pas le travail. C'était une urgence. La chute avait déclenché quelque chose de catastrophique. J'ai entendu des pneus crisser dans l'allée. Marcus a fendu la foule, tombant à genoux à côté de moi. Son visage était blanc, ses mains tremblaient en touchant mon visage. « Je suis là », a-t-il dit. « Lorraine, je suis là. Respire, mon amour. Respire. » Le bébé, ai-je sangloté. « Marcus, quelque chose ne va pas, une ambulance arrive », a-t-il dit, mais ses yeux étaient terrifiés. Patricia est apparue au-dessus de nous, son visage un masque d'horreur. Pas d'horreur pour moi, ai-je réalisé. D'horreur pour sa garden party, maintenant ruinée par le sang, le liquide amniotique et mes cris. Tu as fait ça exprès, a-t-elle sifflé. Tu ne supportais pas que Anna ait de l'attention pour une journée. La tête de Marcus s'est relevée d'un coup.
Je n'avais jamais vu cette expression sur son visage. Une rage pure. Éloigne-toi d'elle, a-t-il dit, sa voix d'un calme mortel. Éloigne-toi de ma femme, tout de suite. N'osez pas me parler sur ce, éloignez-vous, a rugi Marcus. La foule s'est tue. Vous l'avez poussée. Je vous ai vu depuis l'allée. Vous avez poussé votre fille enceinte, et maintenant elle saigne. Le visage de Patricia s'est vidé de sa couleur. Ce n'est pas. Je n'ai pas, il y a 60 témoins ici, a continué Marcus, se levant lentement. Il a sorti son téléphone. Et vous savez quoi? Les caméras de sécurité. Votre propriété a des caméras de sécurité partout, n'est-ce pas, Robert? Mon père, qui était resté figé près de l'entrée de la tente, a tressailli. Ces caméras ont tout filmé, a dit Marcus. Vous poussant Lorraine. Sa chute. Tout. Et s'il arrive quoi que ce soit à ma femme ou à mon enfant, je ferai en sorte que tous les médias de l'Oregon voient ces images. La famille Mitchell, de riches propriétaires d'hôtels, agresse sa fille enceinte lors d'une fête prénatale. Qu'en dites-vous comme publicité? L'ambulance est arrivée, sirène hurlante. Les ambulanciers se sont précipités avec une civière. Marcus m'a tenu la main pendant qu'il m'installait, la mâchoire si serrée que j'ai cru que ses dents allaient se briser. Ne me laisse pas, ai-je gémi. Jamais, a-t-il promis. Je viens avec toi. Alors qu'il me roulait vers l'ambulance, j'ai aperçu Anna. Elle était assise sur sa chaise ornée de fleurs, les mains sur son petit ventre, l'air complètement abasourdi. Un instant, nos regards se sont croisés, et j'ai vu quelque chose vaciller sur son visage. De la culpabilité? De l'horreur? Je ne saurais le dire. Patricia a essayé de nous suivre jusqu'à l'ambulance, mais Marcus lui a barré le chemin. Monsieur Chen, a-t-elle commencé, la voix tremblante, je crois qu'il y a eu un malentendu. Un malentendu? Marcus a ri, le son amer. Un malentendu, c'est se tromper de commande de café. Ceci est une agression. C'est une mise en danger. Et croyez-moi, Madame Mitchell, la seule chose que j'essaie de comprendre en ce moment, c'est si je dois porter plainte au pénal ou simplement vous poursuivre en justice jusqu'à la ruine. Vous ne pouvez pas, regardez-moi faire, a dit Marcus. Vous voulez savoir ce que j'ai fait pendant que Lorraine se préparait ce matin? J'ai mis à jour nos testaments. J'ai fait en sorte que s'il nous arrive quoi que ce soit, vous et Robert n'aurez rien. Pas de droit de garde, pas de droit de visite. Vous ne rencontrerez jamais votre petite fille. Patricia a vacillé, s'agrippant à une chaise voisine. Vous ne pouvez pas séparer une famille. Vous l'avez fait vous-même quand vous avez poussé votre fille par terre, a répondu froidement Marcus. Il est monté dans l'ambulance, reprenant ma main. Le trajet jusqu'à l'hôpital fut un brouillard de douleur et de peur. Je faisais une hémorragie. La chute avait provoqué un décollement placentaire. Les ambulanciers ont expliqué que le placenta se séparait de mon utérus. Mon bébé était en détresse. Césarienne d'urgence, a dit quelqu'un. Préparez le bloc 2. Tout s'est enchaîné très vite après ça. Des lumières vives, des masques chirurgicaux, les yeux terrifiés de Marcus au-dessus de son propre masque alors qu'il le laissait entrer dans la salle d'opération. L'anesthésiste m'expliquant la péridurale, puis un engourdissement béni de la poitrine aux pieds, bien que mon cœur battait toujours la chamade de panique. Le bébé va bien, ne cessais-je de demander. S'il vous plaît, est-ce que le bébé va bien? On s'en occupe, a dit un médecin. Essayez de rester calme, Lorraine. J'ai senti une pression, des tiraillements, des mouvements. Puis le plus beau son que j'ai jamais entendu. Un cri aigu et furieux. C'est une fille, a annoncé le médecin, brandissant un minuscule bébé au visage rouge. Elle est petite, mais elle respire toute seule. Lorraine, vous avez une fille. Ils l'ont emmenée à l'équipe de l'unité de soins intensifs néonatales avant que je puisse la tenir. Marcus a suivi, me laissant sur la table d'opération pendant qu'il me recousait. Je fixais le plafond, des larmes coulant sur mes tempes, priant. 1 heure plus tard, j'étais en salle de réveil. Marcus est apparu à côté de mon lit, son visage épuisé mais fendu du plus grand sourire que j'ai jamais vu. Elle pèse 2,35 kg, a-t-il dit. Petite, mais forte. Il la surveille en néonatologie, mais les médecins pensent qu'elle ira bien. Lorraine, notre fille va s'en sortir. J'ai fondu en larmes, un soulagement immense m'envahissant.
Je peux la voir? Dès que tu seras stable, ils t'y amèneront en fauteuil, a promis Marcus. Elle est magnifique. Elle a ton nez. Les heures suivantes furent un tourbillon de contrôles médicaux et de visites en néonatologie. Notre fille, que nous avons nommée Sophia Greschen, était en effet petite mais féroce. Elle a agrippé mon doigt avec une force surprenante quand je l'ai enfin tenue. Née avec 3 semaines d'avance, issue d'un traumatisme, mais vivante et combattante. Mes parents ont essayé de venir. J'ai dit au personnel de l'hôpital que je ne voulais pas les voir, et ils ont respecté mes souhaits en tant que patiente. La sécurité s'est assurée que Patricia et Robert ne puissent pas dépasser l'entrée du service de maternité. Patricia a envoyé des fleurs avec une carte qui disait « Nous devrions parler ». Marcus les a jetées à la poubelle. Les démarches juridiques ont commencé immédiatement. Marcus a engagé un avocat le soir même. L'hôpital a documenté mes blessures, des ecchymoses sur mon épaule là où Patricia m'avait agrippé, le traumatisme de l'impact de la chute, la césarienne d'urgence rendue nécessaire par le décollement placentaire. Les ambulanciers ont fourni des déclarations sur ce dont ils avaient été témoins. Plus important encore, Marcus a obtenu les enregistrements de vidéosurveillance de la propriété de mes parents. Cela a nécessité quelques manœuvres juridiques, mais son avocat les a eues. Les images étaient accablantes. Une vidéo d'une clarté cristalline montrant Patricia me poussant, ma chute, l'impact tout. Il n'y avait aucun moyen de présenter cela comme un accident. Marcus n'a pas seulement menacé d'intenter une action en justice, il l'a fait. Dans les jours qui ont suivi l'incident, il a engagé un avocat de renom qui a immédiatement déposé une requête auprès du tribunal pour la préservation de toutes les images de vidéosurveillance de la propriété de mes parents. Le geste juridique fut rapide et stratégique, empêchant toute possibilité que les preuves soient supprimées ou, accidentellement perdues. Lorsque les images ont été officiellement réclamées par voie de justice et remises par les canaux légaux appropriés, elles étaient accablantes. Une vidéo d'une clarté cristalline montrant Patricia me poussant, ma chute, l'impact tout. Il n'y avait aucun moyen de présenter cela comme un accident. La nouvelle s'est répandue rapidement. Quelqu'un à l'hôpital a divulgué l'histoire à un média local. En quelques jours, c'était partout, de riches propriétaires d'hôtels accusés d'avoir agressé leur fille enceinte lors d'une fête prénatale. Les images de surveillance, bien que non rendues publiques, ont été vues par suffisamment de personnes dans le système judiciaire pour que des détails fuitent. Le tribunal de l'opinion publique a été rapide et impitoyable. Les postes de Patricia au sein de conseils d'administration d'œuvres de charité se sont évaporés du jour au lendemain. Les partenaires commerciaux de Robert ont commencé à prendre leur distance. Les avis sur leurs hôtels ont chuté, les gens laissant des commentaires sur le caractère de la famille. Les photos de fiançailles de Anna ont été retirées des réseaux sociaux après que ses comptes ont été bombardés de critiques. L'avocat de mes parents a tenté de négocier un accord à l'amiable. Marcus a refusé. L'affaire irait au procès. 3 semaines après la naissance de Sophia, alors que je me remettais à la maison avec ma fille dormant dans son berceau à côté de moi, Anna s'est présentée à ma porte. Elle avait l'air terrible, son éclat de femme enceinte remplacé par des cernes et des rides de stress. « On peut parler ?» a-t-elle demandé doucement. J'aurais dû dire non. J'aurais dû lui claquer la porte au nez. Mais c'était ma sœur, et une part autodestructrice de moi voulait entendre ce qu'elle avait à dire. Je l'ai laissée entrer. Anna s'est assise sur mon canapé, l'air petite malgré son ventre qui s'arrondissait. « Je ne savais pas que maman allait te pousser », a-t-elle commencé. « Je te jure, Lorraine, je ne savais pas, mais tu savais tout le reste, ai-je dit. Tu savais qu'il m'avait fait attendre dehors. Tu savais que j'étais là, debout, enceinte et souffrante, pendant que tu prenais ton temps. Je faisais du shopping, a dit faiblement Anna. Drew voulait s'arrêter pour « je m'en fiche », les jeux coupés. Tu as 27 ans, Anna. Quand arrêteras-tu d'être leur précieux bébé pour devenir une adulte qui prend ses responsabilités? Les yeux de Anna se sont remplis de larmes. Je suis désolé. Vraiment? Ou es-tu juste désolé parce qu'il y a maintenant des conséquences? Parce que les gens t'insultent en ligne? Parce que ta vie parfaite s'effondre? Ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, c'est que j'ai passé ma vie entière à être invisible, ai-je dit, ma voix s'élevant. Ce qui n'est pas juste, c'est que j'ai dû mendier des miettes d'attention pendant que tout était servi sur un plateau. Ce qui n'est pas juste, c'est que notre mère m'a poussé assez fort pour me provoquer un accouchement d'urgence, et que tu es resté assise sur ta chaise à fleurs avec un air concerné pendant que je saignais par terre.
Qu'est-ce que j'étais censé faire, a pleuré Anna. C'est ma mère aussi. Tu aurais pu prendre de mes nouvelles, ai-je dit simplement. Tu aurais pu demander si j'allais bien. Tu aurais pu dire quelque chose n'importe quoi qui reconnaissait que j'étais ta sœur et que j'étais blessé. Mais tu ne l'as pas fait. Tu es juste restée assise là. Anna s'est levée, les larmes coulant sur son visage. Je t'aime, Lorraine. Tu es ma sœur. Non, ai-je dit froidement. Les sœurs sont la l'une pour l'autre. Les sœurs ne regardent pas leurs proches souffrir sans rien faire. Tu veux une relation avec moi? Avec ma fille? Alors tu dois découvrir qui tu es quand maman et papa ne sont pas là pour amortir chaque chute. D'ici là, reste loin de nous. Elle est partie en pleurant. Je ne me sentais pas aussi satisfaite que je l'aurais cru. Les semaines qui ont suivi la naissance de Sophia ont été un enchaînement de visites en néonatologie, de nuits blanches et d'appels avec des avocats. Marcus s'occupait de la plupart des détails juridiques pendant que je me concentrais sur ma convalescence et les soins à apporter à notre fille prématurée. Chaque fois que je regardais Sophia dans sa couveuse, branchée à des moniteurs et des sondes d'alimentation, la rage bouillonnait en moi. Elle se battait pour survivre parce que ma mère n'avait pas pu contrôler sa méchanceté pendant 5 minutes. L'histoire a déferlé sur les réseaux sociaux avant d'atteindre les journaux. Quelqu'un à la fête prénatale avait filmé avec son téléphone. Pas tout l'incident, mais assez. Des extraits de moi, debout, seul, visiblement enceinte et mal à l'aise, pendant que les invités passaient à côté de moi. L'audio de Patricia disant « C'est le jour de Anna ». Puis le chaos, les cris, les ambulances. La personne qui a posté la vidéo n'a identifié personne par son nom, mais Internet est implacable. En 48 heures, les gens avaient identifié la chaîne d'hôtels de mes parents, leur nom, tout. Les avis ont commencé à affluer. Jamais je ne séjournerai dans un hôtel appartenant à des gens qui agressent des femmes enceintes. Imaginez traiter votre propre fille de cette façon. Le personnel est probablement maltraité aussi, si c'est comme ça qu'ils traitent leur famille. Des notes d'une étoile ont inondé chaque établissement. Leurs comptes de réseaux sociaux d'entreprise ont été bombardés de commentaires et d'accusations. Robert a tenté de limiter les dégâts. Il a publié une déclaration par l'intermédiaire de leur équipe de relations publiques, il s'agit d'une affaire familiale privée sortie de son contexte. Nous aimons tous nos enfants de la même manière et sommes dévastés par ce malentendu. La déclaration a empiré les choses. Les gens ont déterré de vieux articles de pages mondaines montrant Anna à des galas de charité alors que j'étais manifestement absente. Des photos de la somptueuse fête de ses 16 ans comparées à l'absence de couverture de la mienne. Internet s'est transformé en détectives amateurs, construisant un dossier de favoritisme s'étalant sur des décennies. La menace de Marcus concernant les images de surveillance avait été stratégique. Il savait que mes parents prendraient immédiatement un avocat, et il voulait qu'ils soient terrifiés par les preuves existantes. Le lendemain matin de l'incident, alors que j'étais encore en convalescence, Marcus a fait déposer par son avocat une requête d'urgence pour préserver tous les enregistrements de sécurité de la propriété. Sa propre expérience dans la technologie signifiait qu'il comprenait les empreintes numériques et la préservation des preuves. Le tribunal a accordé l'ordonnance en quelques heures, et un spécialiste informatique nommé par le tribunal a sécurisé les images avant même que mes parents n'aient pensé à ce qu'il fallait en faire. Quand il m'a montré les images en entier, j'ai dû quitter la pièce à mi-parcours. Me voir mendier une chaise, voir le visage de ma mère se tordre de mépris, voir la poussée et la chute. C'était pire que de le vivre. L'angle de la caméra avait tout capturé, la main de Patricia sur mon épaule, la force de la poussée, mes bras s'agitant, le moment écœurant de l'impact. Puis le sang se répandant sur les pierres décoratives pendant que les invités criaient. Elle va prétendre que c'était un accident, a dit Marcus, la voix tendue. Qu'elle t'a à peine touché, que tu exagères. La vidéo ne ment pas, ai-je murmuré. Non, en effet. La plainte au pénal a été déposée dans la semaine suivant la naissance de Sophia. L'inspectrice Sarah Morrison a pris ma déposition à l'hôpital, son expression s'assombrissant à mesure que je lui racontais des années de négligence aboutissant à cette poussée. Elle a regardé les images de surveillance 2 fois, en prenant des notes. Madame Chen, a-t-elle dit prudemment, je dois vous demander, y a-t-il une chance que ce soit un accident? Que votre mère ait voulu vous guider et ait utilisé trop de force? Je lui ai montré les bleus sur mon épaule. 5 empreintes de doigts distinctes, d'un violet foncé sur ma peau pâle. Est-ce que ça ressemble à un geste pour guider, selon vous? La mâchoire de l'inspectrice Morrison s'est crispée.
Non, en effet. L'accusation d'agression a été déposée 2 semaines plus tard, après que le procureur de district a examiné toutes les preuves. Patricia a été arrêtée à son domicile, a subi les procédures habituelles, et a été libérée sous caution en quelques heures. Sa photo d'identité judiciaire a fuité presque immédiatement. Ma mère, qui avait bâti son identité sur une apparence impeccable et un statut social, avait l'air hagarde et vieille sur cette photo. Elle s'est répandue sur Internet comme une traînée de poudre. Anna m'a appelé pour la première fois depuis l'incident. Lorraine, tu dois retirer les charges. Maman s'effondre. Ça détruit la famille. Elle a détruit la famille quand elle m'a poussé par terre, ai-je répondu froidement. C'était un accident. La vidéo dit le contraire. Tout comme les 60 témoins. Et mes dossiers médicaux qui montrent un décollement placentaire dû à un traumatisme contondant. S'il te plaît, a supplié Anna. C'est notre mère. Elle a cessé d'être ma mère il y a longtemps. Elle est juste la femme qui m'a mise au monde et qui a passé 30 ans à souhaiter ne pas l'avoir fait. Anna s'est mise à pleurer. Ce n'est pas vrai. Vraiment? Nomme une seule fois au cours des 10 dernières années où elle m'a choisi plutôt que toi. Une fois où elle a célébré mes réussites. Une fois où elle m'a fait sentir que je comptais autant que toi. Silence à l'autre bout du fil. C'est bien ce que je pensais, ai-je dit avant de raccrocher. La mise en accusation a eu lieu en premier, une brève comparution au tribunal où Patricia a plaidé non coupable. Puis vint l'audience préliminaire plusieurs semaines plus tard, qui fut un véritable cirque. Les camionnettes des chaînes d'information campaient devant le palais de justice. Patricia est arrivée avec des lunettes de soleil de créateur et une robe noire, jouant le rôle de la mère éplorée. Robert marchait à ses côtés, le visage de marbre. Leur avocat, un homme mielleux nommé Gérald Winters, avait l'air confiant. Cette confiance s'est évaporée lorsque l'accusation a diffusé les images de surveillance en audience publique. La juge, une femme plus âgée nommée Ruth Campbell, a regardé sans expression. Quand la vidéo s'est terminée, elle a regardé Patricia par-dessus ses lunettes de lecture. Madame Mitchell, je suis mère et grand-mère. Ce que je viens de voir me retourne l'estomac. La caution est maintenue, mais vous n'êtes pas autorisé à contacter les victimes de quelque manière que ce soit. Comprenez-vous? Patricia a hoché la tête, le visage blanc. À l'extérieur du palais de justice, les journalistes ont essaimé. Marcus m'a protégé de son corps, mais la question d'un journaliste a percé le bruit. Madame Chen, que voulez-vous que les gens sachent sur cette affaire? Je me suis arrêté. Marcus s'est tendu à côté de moi, mais j'ai regardé directement la caméra. Je veux que les gens sachent que la maltraitance ne ressemble pas toujours à ce que l'on attend. Parfois, ce sont des décennies où l'on est effacé, ignoré, et diminué. Parfois, cela s'accumule jusqu'à ce qu'une seule poussée vous envoie, vous et votre bébé, aux urgences. Et parfois, les personnes qui vous font le plus de mal sont celles qui devraient vous aimer le plus. L'extrait est devenu viral. Soudain, je n'étais plus seulement une victime. J'étais une voix pour tous ceux qui avaient été le bouc émissaire, l'enfant oublié, celui qui n'était pas à la hauteur du frère ou de la sœur en or. Les messages ont inondé ma boîte de réception des histoires d'inconnus sur leur propre famille, leur propre favoritisme, leur propre douleur. Certains jours, je pouvais à peine les lire sans pleurer. Mais ils me rappelaient aussi que porter plainte n'était pas seulement pour moi. C'était pour tracer une ligne et dire que ce n'était pas acceptable. La poursuite au civil a été engagée 1 mois plus tard. Marcus voulait attendre que je sois plus forte, mais notre avocate, une femme féroce nommée Jennifer Park, a conseillé de frapper pendant que l'opinion publique était de notre côté. La poursuite détaillait tout, les frais médicaux, la douleur et la souffrance, la perte de soutien familial, la détresse émotionnelle, et la mise en danger de notre enfant. 2 millions de dollars. Certains pensaient que c'était trop. D'autres que ce n'était pas assez. Pour moi, ce n'était pas une question d'argent. C'était une question de conséquences. Mes parents avaient vécu toute leur vie sans réelles conséquences pour leur favoritisme. Les sentiments de Anna étaient blessés? La pauvre. Anna avait besoin d'aide. Laissez tout tomber. Lorraine en difficulté? Elle se débrouillera. L'argent était la responsabilité dans un langage qu'il comprenait. La phase de communication des preuves de l'affaire civile fut brutale. Jennifer a réclamé des années de dossiers financiers montrant la disparité dans la façon dont mes parents dépensaient de l'argent pour Anna par rapport à moi.
Les frais de scolarité payés en totalité pour elle, rien pour moi. Une voiture pour ses 16 ans contre rien pour les miens. Un acompte sur l'appartement de Anna contre notre achat de maison sans aide. Le budget du mariage de Anna, 150,000 $. Le mien, 5,000 $, que nous avons payé nous-mêmes parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre de contribuer. Les chiffres étaient accablants. Sur une période de 20 ans, mes parents avaient dépensé environ 700,000 $ de plus pour Anna que pour moi. Jennifer a tout exposé dans le dossier. Ceci établit un schéma de favoritisme et de négligence émotionnelle qui a culminé par de la violence physique. Les dépositions ont été programmées pour l'affaire civile. J'ai dû m'asseoir en face de ma mère dans une salle de conférence et raconter chaque souvenir douloureux. Patricia a pleuré pendant la majeure partie, s'épongeant les yeux avec un mouchoir. Son avocat s'opposait à une question sur 3. « Votre mère vous a-t-elle déjà dit qu'elle vous aimait ?» a demandé Jennifer. Objection. Pertinence, a interrompu Gérald. Je l'autorise à noter le sténographe judiciaire pour le compte rendu. J'ai réfléchi à la question. Pas que je me souvienne. Pas spécifiquement à moi. A-t-elle dit à Anna qu'elle l'aimait? Tout le temps. Les pleurs de Patricia se sont intensifiés. Une partie de moi se sentait coupable. La plupart de moi se sentait insensible. La déposition de Robert fut pire. Il était assis là comme une statue, répondant d'une voix monocorde. Oui, ils avaient dépensé plus pour Anna. Oui, Anna avait eu des problèmes de santé dans son enfance. Non, cela ne signifiait pas qu'il m'aimait moins. Non, il ne pensait pas que le favoritisme était significatif. Oui, il était présent lorsque Patricia m'a poussé. Non, il n'est pas intervenu. Pourquoi pas, a insisté Jennifer. Je n'ai pas pensé. Robert a fait une pause. C'est arrivé très vite. Les images de surveillance montrent 7 secondes complètes entre le moment où votre femme a saisi l'épaule de Madame Chen et le moment où elle est tombée. Vous étiez à 5 mètres de distance. Vous n'avez pas pensé à intervenir? Robert n'avait pas de réponse. Le procès pénal a mis 8 mois à arriver devant le tribunal. Pendant ce temps, la chaîne d'hôtels de mes parents a continué à perdre des clients. 2 autres établissements ont fermé leurs portes définitivement. Le conseil d'administration a forcé Robert à prendre une retraite anticipée, citant la responsabilité et le cauchemar des relations publiques. Patricia a démissionné de toutes les organisations caritatives dont elle avait fait partie, certaines avant même qu'elle ne puisse la renvoyer officiellement. Le procès civil devait commencer 2 mois après la fin des procédures pénales. Au tribunal, les images de surveillance ont été diffusées sur un grand écran. Le jury a vu Patricia me pousser, m'a vu tomber, a vu le sang et le chaos qui ont suivi. Plusieurs jurés semblaient physiquement malades. Mon avocate a présenté des témoignages médicaux sur le décollement placentaire et les risques pour la mère et l'enfant. Les factures d'hôpital seules dépassaient 200,000 $. L'impact émotionnel était incalculable. L'avocat de Patricia a tenté de faire valoir que c'était un accident, qu'elle m'avait à peine touché, que j'étais instable sur mes pieds. Les images contredisaient chaque affirmation. L'accusation a fait venir des témoins de la fête qui ont attesté des paroles de Patricia, sors d'ici. Tu perturbes l'ambiance. Le jury du procès pénal a délibéré pendant 3 heures. Coupable d'agression. Patricia a été condamnée à 18 mois de prison, peine suspendue à 1 an d'assignation à résidence, 5 ans de mise à l'épreuve, et des cours de gestion de la colère obligatoires. Elle a également reçu l'ordre de n'avoir aucun contact avec moi ou ma famille. Le procès civil a suivi 2 mois plus tard. Ce jury a délibéré pendant 5 heures. Le tribunal civil nous a accordé 1,6 million de dollars de dommages et intérêts. Pas les 2 millions que nous demandions, mais plus que suffisant pour couvrir les frais médicaux, les frais de justice, et une compensation pour la douleur et la souffrance. Mon père a payé sans contester, espérant probablement mettre fin au cauchemar. Mais l'argent ne pouvait pas réparer ce qui était brisé. L'empire de la famille Mitchell s'effondrait. 2 autres hôtels ont fermé. Les fiançailles de Anna avec Drew ont pris fin discrètement. Il ne voulait aucune association avec le scandale. 1 an après la fin des 2 procès, Patricia a envoyé une lettre. C'était 10 pages d'excuses, de justifications et d'excuses à demi-mot. Je n'ai jamais voulu te faire de mal, écrivait-elle. J'étais stressée par la fête. Je ne t'ai pas poussé si fort.
Tu exagères le traumatisme. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait plus rien à dire. 3 ans après cela, Robert a eu une crise cardiaque. Il a survécu, mais en est sorti affaibli. Par des connaissances communes, j'ai entendu dire que Patricia voulait se réconcilier, qu'ils voulaient rencontrer leur petite fille. Marcus m'a laissé la décision. Ce sont tes parents, a-t-il dit. Quoi que tu choisisses, je te soutiendrai. J'y ai réfléchi longtemps. J'ai pensé au pardon, à la famille, et à savoir si le sang signifiait vraiment quelque chose. J'ai regardé Sophia, maintenant âgée de 4 ans et rayonnante comme le soleil, jouer avec ses cubes, complètement inconsciente du dysfonctionnement qui avait précédé sa naissance. Finalement, j'ai écrit une seule lettre en retour. Je ne t'ai pas poussé si fort, ai-je écrit. Tu as raison. Tu m'as poussé toute ma vie. Hors de ton attention, hors de tes priorités, hors de ton cœur. La poussée physique n'était que l'aboutissement de 30 ans de coups émotionnels. J'en ai assez d'être poussé. Sophia mérite des grands-parents qui la voient, qui l'estiment, qui ne sacrifieraient pas son bien-être pour leur convenance. Vous avez prouvé que vous n'êtes pas ces personnes. Ne nous contactez plus. Je n'ai plus jamais entendu parler d'eux après ça. Anna a pris contact sporadiquement au fil des ans. Des emails maladroits, des cartes d'anniversaire pour Sophia que je n'ai pas jetées mais pas non plus exposées. Elle a eu son bébé, un garçon nommé Tyler. Et d'après ce que j'ai entendu dire, elle avait aussi coupé les ponts avec Patricia et Robert. Peut-être qu'elle avait enfin grandi. Peut-être qu'elle avait réalisé ce que le fait de cautionner leur toxicité lui avait causé. Je n'ai pas répondu. Certains ponts, une fois brûlés, devraient rester en cendres. Marcus et moi avons eu un autre enfant 3 ans après Sophia, un fils que nous avons nommé James. Nous avons déménagé à Seattle pour le travail de Marcus, mettant une distance physique entre nous et les décombres de la famille Mitchell. Nous avons construit notre propre famille avec nos propres traditions, où l'amour était inconditionnel et l'attention n'était pas une compétition. Sophia a 7 ans maintenant et James en a 4. Ils sont tous les deux intelligents, gentils, et n'ont aucune idée que la naissance de Sophia a été tout sauf célébrée. Ils savent qu'ils ont des grands-parents qu'ils ne voient pas, mais c'est le cas de beaucoup d'enfants. Ce n'est pas inhabituel dans leur monde. Parfois, je me demande si je la prive de famille. Puis je me souviens d'être debout devant cette tante, enceinte de 9 mois et souffrante, suppliant pour une chaise. Je me souviens du dégoût dans les yeux de ma mère. Je me souviens du sang, de la peur, et de la rage de Marcus alors qu'il nous protégeait quand personne d'autre ne le faisait. La famille, ce n'est pas seulement le sang. C'est ceux qui sont présents, qui vous protègent, qui vous estiment. Mes parents ont échoué à ce test de façon spectaculaire. Ils ont fait leur choix quand Patricia m'a poussé. J'ai fait le mien quand j'ai décidé que Sophia ne se sentirait jamais comme je me suis senti, à l'extérieur de l'amour, regardant à l'intérieur. Avec le recul, cette fête prénatale fut à la fois le pire jour de ma vie et un cadeau empoisonné. Elle a brisé toutes les illusions qui me restaient sur ma famille. Elle m'a montré exactement qui ils étaient face à l'épreuve, et elle a révélé la force de la famille que j'ai construite avec Marcus, celle qui comptait. Le nom Mitchell signifiait autrefois quelque chose à Portland. Maintenant, il est synonyme de scandale et de cruauté. Leurs hôtels ne s'en sont jamais remis. Leur statut social s'est dissous. Anna a perdu ses fiançailles et son fonds en fiducie lorsque les finances de Robert se sont effondrées sous le poids des frais de justice et des pertes de revenus. Ils ont perdu tout ce qui comptait pour eux, le statut, la réputation, la richesse. J'ai gagné tout ce qui compte vraiment, un mari qui brûlerait le monde pour me protéger, 2 enfants en bonne santé, la paix. Parfois, la vengeance ne consiste pas à prendre sa revanche. Elle consiste à se libérer. Je suis libre de leurs attentes, de leur favoritisme, de leur amour conditionnel. Le prix était élevé, mais valait chaque centime de ce dédommagement. Et quand Sophia me pose des questions sur ses grands-parents, je lui dis la vérité en des termes qu'elle peut comprendre. Certaines personnes ne sont pas prêtes à être une famille. Ce n'est pas grave. Nous avons toute la famille dont nous avons besoin ici. Elle accepte cela facilement, comme les enfants acceptent les vérités simples. Elle a les parents de Marcus, qui l'adorent, elle et James, avec une affection sincère. Elle a des tantes et des oncles du côté de Marcus qui viennent à ses spectacles d'école et à ses fêtes d'anniversaire. Elle a de l'amour en abondance. Elle n'a pas besoin des Mitchell. Moi non plus. 7 ans ont passé depuis cette fête prénatale.
Je fais encore des cauchemars parfois, me réveillant avec des douleurs fantômes dans le ventre, revivant la chute. La thérapie a aidé. Le temps a aidé encore plus. Ce qui aide le plus, c'est de regarder mes enfants, en bonne santé et heureux, grandissant dans un foyer où ils sont aimés de manière égale, où leur valeur n'est pas déterminée par le fait d'être le favori, où ils sont en sécurité. C'est la vraie vengeance, je pense. Pas le procès, ni les poursuites pénales, ni la réputation détruite. C'est de construire quelque chose de mieux. Briser le cycle. Choisir différemment. Patricia m'a poussé, mais j'ai atterri dans un meilleur endroit que celui où je me trouvais, loin de la toxicité, dans la vérité. Je ne sais pas ce qu'il est advenu de la famille Mitchell après notre déménagement. Je ne consulte pas leurs réseaux sociaux ni ne demande de nouvelles à des amis communs. Ils existent dans mon passé, une histoire édifiante que je partagerai un jour avec mes enfants pour leur expliquer pourquoi nous choisissons nos batailles et nos limites avec soin. La cicatrice de ma césarienne s'est estompée en une fine ligne argentée. Certaines cicatrices font cela. D'autres sont plus profondes, invisibles mais permanentes. Je porte les deux. Mais je porte aussi mes enfants, mon mariage, mon cœur, en un seul morceau. Je porte la connaissance que lorsque ma mère m'a poussé, elle m'a poussé hors de son dysfonctionnement et dans ma propre vie, une vie qu'elle ne pouvait ni contrôler ni diminuer. Marcus dit que c'est la meilleure des vengeances, bien vivre, être heureux, refuser de les laisser prendre de la place dans notre présent pendant qu'ils pourrissent dans leurs propres conséquences. Il a raison. Il a souvent raison. Sophia vient de courir dans la pièce, tenant un dessin qu'elle a fait à l'école. Maman, regarde. C'est notre famille. 4 bonshommes allumettes se tenant la main, souriant sous un soleil éclatant. Marcus, moi, Sophia, James. Complète. Entière. Suffisante. C'est parfait, mon bébé, je lui dis. Et je le pense. Ça l'est vraiment.